18 octobre, date anniversaire du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Hommage lui a été rendu hier lors de la cérémonie dédicace d'un recueil contenant ses discours et messages. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le deuxième forum sur la finance islamique a refermé ses portes mardi. La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, à l'occasion, a appelé les PME à s'intéresser à la finance islamique. Et puis aux États-Unis, dernière ligne droite dans la course à la Maison-Blanche, le troisième débat télévisé Trump-Clinton, c'est dans quelques heures seulement. Les sondages leur prêtent 7 points d'écart, un fossé qui semble impossible à combler. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. 18 octobre, date anniversaire du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais avant, sachez que la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement a eu lieu ce matin, comme tous les mercredis d'ailleurs. Il a été question, vous le savez certainement, de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, comme il est de coutume, et nous vous en ferons écho dans nos prochaines éditions. Mais avant, je vous le disais tantôt, 18 octobre, date anniversaire du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, lors d'une cérémonie dédicace d'un recueil contenant ses discours et messages. Le père fondateur a été honoré, il a été donc honoré, et le président Alassane Ouattara lui a rendu hommage au nom de tous les Ivoiriens. On fait le point de cette cérémonie avec Viviane Aïma. La présence du président de la République Alassane Ouattara pour la toute première fois à l'hôtel du district d'Abidjan ce mardi 18 octobre, jour anniversaire du père fondateur, pour honorer la cérémonie organisée par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, fondation créée de son vivant par le président Houphouët-Boigny lui-même, traduit une fois de plus son attachement au père fondateur et à l'héritage qu'il a laissé. Un héritage dont les aspects sont politiques, économiques, sociaux et idéologiques. Et c'est ce volet idéologique que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a entrepris de préserver à travers l'élaboration d'un recueil de messages et discours du président Houphouët-Boigny depuis 1945 jusqu'à 1993, date de sa disparition. Un document de 6000 pages réuni en 6 tomes et qui a été présenté au président de la République et à la famille des Houphouëtistes. Le président Henri Konan Bédié, protecteur du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, était représenté par le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou-Gikawe. Monsieur le Président de la République, vous me permettrez de vous exprimer tout particulièrement notre profonde gratitude pour avoir accepté d'assister en personne à cette cérémonie. En pleine campagne référendaire pour le vote de la Constitution de la Troisième République, vous avez bien voulu nous accorder de votre temps précieux. Vous nous honorez. Vous honorez surtout la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Un film d'une dizaine de minutes sur la vie et les œuvres du président Houphouët-Boigny a été projeté. Le secrétaire exécutif du PDCI a livré à l'assistance le message du président Henri Konan Bédié. Le 18 octobre 2016 marque symboliquement la 111e année de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny. Cependant, le souvenir de ce personnage unique dans l'histoire de notre pays demeure vivace dans nos mémoires. Les messages et les discours de Félix Houphouët-Boigny ont jalonné la marche inexorable de notre nation vers l'accomplissement de sa destinée historique. Grâce au travail accompli par les experts de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, que je voudrais féliciter, la parole de ce grand sage de l'Afrique passera à la postérité. L'honneur est revenu au président de la République Alassane Ouattara de clore la série d'allocutions. Il a loué ce travail de conservation et a assuré que l'œuvre d'édification d'une nation ivoirienne unie et forte, entreprise de son vivant par le président Houphouët-Boigny, sera poursuivie par ses héritiers. Ce recueil permet aux Ivoiriens de connaître la pensée du président Félix Houphouët-Boigny, ses valeurs politiques et morales,
sa vision pour le développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Le président Félix Houphouët-Boigny avait un idéal pour la Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'il a bâti une nation forte, unie et prospère. Il nous a transmis des valeurs de fraternité, de dialogue, de paix, de discipline et de travail. Il a doté la Côte d'Ivoire d'un premier contrat social qui a permis de nous donner la stabilité et le développement à la Côte d'Ivoire pendant de nombreuses années, à tel point que notre pays était reconnu comme un des pays les plus prospères, que l'on appelait le miracle ivoirien. En tant que fils du président Félix Houphouët-Boigny, il est de notre devoir à tous, le président Bédié et moi-même en particulier, de léguer aux futures générations plus que nous avons reçu. C'est le sens du processus que nous avons engagé il y a quelque temps, de doter notre pays d'une constitution moderne qui garantisse la paix et la stabilité sur une aussi longue période que le président nous a léguée. Oui, cette constitution devrait nous permettre de connaître la paix et la stabilité pour des décennies et des décennies. Ce fut ensuite la cérémonie de dédicace et c'est avec une joie visible que le président de la République a reçu le tout premier exemplaire du recueil. Voilà, Félix Houphouët-Boigny célébrait donc hier le père de la nation qui aurait eu 111 ans s'il était encore parmi nous. Le président Alassane Ouattara a reçu hier mardi matin des représentants de Bretton Woods. Il s'agit de l'administrateur pour le compte du groupe des 22 au conseil d'administration du FMI et du vice-président chargé des questions d'éthique à la Banque mondiale. On retrouve Viviane Aïma. Le Tchadien Ngueto Tirena Yambay, administrateur au conseil d'administration du FMI pour le compte de la Côte d'Ivoire et de 22 autres pays africains pour la période 2014-2016, et le Mauritanien Ousmane Diagana, vice-président chargé des questions d'éthique à la Banque mondiale, ont sollicité chacun une rencontre avec le président de la République Alassane Ouattara. Le Tchadien Ngueto Tirena Yambay, en fin de mission comme administrateur au FMI, tenait à remercier le chef de l'État ivoirien pour tout son soutien durant son mandat. J'ai fait le déplacement en terre ivoirienne au terme de mon mandat d'administrateur au Fonds monétaire représentant la Côte d'Ivoire et les pays africains pour remercier sincèrement le président de la République et son gouvernement pour tout le soutien dont j'ai fait l'objet et la confiance pour pouvoir défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration. Ce succès dont les gouverneurs, le ministre des Finances et le président a reconnu ne pouvait pas se faire sans l'appui constant dont j'ai bénéficié de la part de mes autorités ivoiriennes. Je vais quitter le Fonds monétaire le mois prochain et je reste toujours avec un très grand souvenir de la Côte d'Ivoire. Le vice-président chargé des questions d'éthique à la Banque mondiale, Ousmane Diagana, présent quant à lui à Abidjan dans le cadre du Forum sur la finance islamique organisé dans la capitale ivoirienne, a échangé avec le chef de l'État ivoirien sur les opportunités qu'offre cette forme de financement pour les pays africains. C'est un instrument qui prend de l'essor. Aux côtés de la finance conventionnelle, nous pensons que ça permet de diversifier, n'est-ce pas, les moyens de financement pour soutenir le développement de nos économies, créer davantage de prospérité et aider donc les pays à aller à une prochaine étape beaucoup plus forte. Donc, avec M. le Président de la République, nous avons discuté de cette question. Ousmane Diagana, qui fut précédemment directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, a souligné l'importance des avis et conseils du chef de l'État ivoirien sur les questions de développement en Afrique. On parle santé à présent. Les premières dames de Côte d'Ivoire et de Centrafrique soutiennent la lutte contre l'infertilité. Dominique Ouattara et Brigitte Touadéra ont ouvert hier les travaux du 3e colloque sur le sujet, une rencontre autour de la prévention de l'infertilité, du diabète, mais également du cancer. Et pour Dominique Ouattara, eh bien, la prévention est une étape primordiale pour gagner la lutte.
Mama Traoré, Abiba Dombele Saoui. Merck Africa Luminery, ou l'engagement de la firme scientifique allemande Merck aux côtés de l'Afrique pour le traitement du diabète, de l'hypertension artérielle, du cancer et de l'infertilité. Après 3 ans de mise en œuvre sur le continent, l'initiative pose pour la première fois ses valises dans une capitale francophone, Abidjan. Sur les raisons de ce choix, Frank Sangenberg, le président du groupe pharmaceutique, évoque l'évolution économique et sociale que connaît la Côte d'Ivoire ces dernières années. Une marche progressive qui a poussé cette firme pharmaceutique à ouvrir un bureau régional à Abidjan pour ses opérations dans 17 pays francophones de l'Afrique. Un partenaire de plus donc pour le gouvernement ivoirien dans son combat pour l'accès de tous à des soins de santé de qualité. Le programme d'action de Merck emporte notre soutien, étant donné qu'il cherche à étendre les capacités professionnelles en Afrique dans le domaine de la recherche sur le diabète, le cancer, la fertilité et d'autres maladies non transmissibles prévalentes dans les zones rurales du continent. 2 invités d'honneur à ce 3e colloque international Merck Africa Luminery d'Abidjan. Les premières dames Dominique Ouattara de Côte d'Ivoire et Brigitte Touadéra de Centrafrique. Une présence en guise de soutien à la campagne Merck More Than a Mother. Entendez Merck plus qu'une mère dans l'Afrique francophone. Campagne visant à réduire la souffrance sociale et la stigmatisation des femmes infertiles sur le continent. Mieux, ce groupe entend leur donner goût à la vie en favorisant leur autonomisation. Pour la protection des femmes et des jeunes filles, je soutiens la campagne Plus qu'une mère, qui est une nouvelle initiative qui va pour la première fois éclairer les populations d'Afrique à pouvoir transformer la culture de violence en celle de protection des femmes dans leur couple. Cette campagne permettra d'assurer aux jeunes garçons et filles une éducation sur la prévention de la stérilité par des comportements sexuels responsables. En tant que première dame, mais aussi en tant que femme, je ne peux que soutenir pleinement la campagne Merck More Than a Mother, puisqu'elle implique de redonner espoir à de nombreuses femmes. En effet, selon les statistiques, 85% des cas d'infertilité en Afrique sont dus à des maladies infectieuses non traitées, aux mutilations génitales, aux avortements et aux accouchements à risque. La prévention est donc une étape primordiale pour lutter efficacement contre l'infertilité sur notre continent. Par ailleurs, les femmes ne pouvant avoir d'enfants sont bien trop souvent stigmatisées. Cet état de fait doit être combattu pour un changement profond des mentalités. Il est donc important de fédérer nos énergies pour parvenir à de réels changements. Ces assises d'Abidjan vont se tenir sur 2 jours. Elles enregistrent plus de 350 participants issus de 25 pays d'Afrique francophone et anglophone. 20 ans que l'ONG Servir est aux côtés des populations les plus démunies en Côte d'Ivoire. À son actif, une multitude d'actions humanitaires et l'ONG n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. La cérémonie d'anniversaire de Servir était donc le lieu de mobiliser encore des fonds pour achever cette fois les travaux de son centre de dialyse. Éric Goré. L'ONG Servir aux côtés des populations depuis une vingtaine d'années. Ce parcours au service des autres est couronné par de nombreuses vies épargnées. De 1996 à 2016, l'ONG Servir s'est engagée à œuvrer pour les personnes qui sont dans le besoin. 20 années au service des démunis. 20 années de lutte contre l'indifférence. 20 années de solidarité, 20 années de partage. Les 20 ans de cette ONG internationale vont être marqués par la fin des travaux de la construction du Centre international Servir d'hémodialyse et de greffe rénale d'Abidjan. C'est le tout premier centre de dialyse en Côte d'Ivoire avec toutes les commodités techniques. Un dîner gala aura lieu le 28 octobre prochain à l'hôtel Sofitel d'Abidjan pour recueillir des fonds qui vont permettre à l'ONG Servir d'accélérer les travaux de ce joyau architectural d'un coût total de 5 milliards de francs CFA. C'est avec fierté qu'avec vous, nous annonçons l'importante phase de l'évolution des travaux
du centre, dont les ressources attendues du prochain gala aideront certainement à envisager l'inauguration dans quelques temps. Le 12e dîner gala de l'ONG Servir sera suivi le 5 novembre d'un grand concert du groupe Kassav. Ce concert va également mobiliser des fonds en faveur des malades du rein. 766 milliards de francs CFA mobilisés par le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, désormais cotés en bourse. C'est ce que l'on retient du Forum de la finance islamique qui s'est tenu ici même à Abidjan et qui a refermé ses portes hier. On fait le point avec Francis Boifo. Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. 766 milliards de francs CFA émis par la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo ont été cotés en bourse. Il s'agit des 5 premiers soukouks de la finance islamique, des sources innovantes de financement des économies de l'UEMOA. Tout comme l'emprunt obligataire, le soukouk vise à accélérer la croissance des pays. Le soukouk est une obligation islamique qui prohibe le taux d'intérêt. Mais il y a des revenus qui sont générés pour rémunérer ceux qui investissent dans les soukouks. Alors que l'emprunt obligataire classique, il y a un taux d'intérêt. 5 soukouks de 3 pays émis en monnaie locale le même jour. C'est une première au monde et cela montre la volonté de l'institution de diversifier les sources de financement, selon le directeur général du Trésor public de Côte d'Ivoire. Il s'agit en d'autres termes d'assurer la liquidité des titres et d'offrir la possibilité aux investisseurs qui le désirent de céder ou d'acquérir de nouveaux titres dans les meilleures conditions. C'est donc le lieu pour moi d'exhorter tous les potentiels investisseurs et acheteurs à avoir confiance en la qualité de la signature de nos pays respectifs. En Afrique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Soudan et la Tunisie sont les 5 pays à avoir coté des emprunts soukouks en bourse. C'est dire que l'introduction en bourse des soukouks reste peu développée sur le continent. Le forum sur la finance islamique a donc refermé ses portes hier mardi, ouvert le 1er octobre dernier, ici même à Abidjan. L'événement a mobilisé plus de 500 participants venant d'Afrique, d'Orient, de l'Europe également. La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a appelé à l'occasion les petites et moyennes entreprises à s'intéresser à la finance islamique. On retrouve Francis Boifo. Après 2 jours de travaux au 2e forum sur la finance islamique en Afrique à Abidjan, des participants se disent satisfaits. Aujourd'hui, avec tous les contacts que nous avons eu à prendre, nous aurons certainement à nous rendre auprès des institutions financières, les relancer davantage, leur apporter les garanties nécessaires, vu qu'ils nous l'ont demandé, et puis dans la mesure du possible, voir qu'est-ce qu'ils pourront réellement faire pour nous. Il y a une présentation importante de toutes les potentialités de la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de l'agribusiness, de l'énergie, des infrastructures. Donc globalement, je pense que ça a été une réussite. Pour la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, la finance islamique permet aux opérateurs économiques de diversifier les sources de financement. Nous avons maintenant beaucoup d'engouement autour de l'instrument, beaucoup de curiosité de la part du secteur privé qui demande une plus grande présence de la finance islamique dans notre économie et même un dispositif d'information. Et nous sommes en discussion pour que cette rencontre s'institutionnalise. Aujourd'hui, il y a un partenariat qui se fait avec les banques locales. Je suis satisfaite, il y a du progrès. Le point focal des bailleurs de fonds arabes en Côte d'Ivoire précise que la finance islamique cible tous les secteurs économiques et produits, excepté ceux interdits par l'islam. Par exemple, elle s'abstient de financer les activités relatives au commerce du porc et à la vente d'alcool. Il invite les opérateurs économiques à fréquenter les banques islamiques. Comment faciliter son insertion dans le tissu socio-économique? La question était récemment au centre d'une conférence de presse et nous en parlerons tout à l'heure. Vous voyez là les images du transport, nous y reviendrons. Mais avant, nous parlons surtout entrepreneuriat jeune. Comment donc réussir son insertion socio-professionnelle? C'est de cela que nous parlons en ce moment. Malgré sa bonne volonté, l'État ne peut pas embaucher tout le monde.
Cette vérité, ces jeunes marketeurs l'ont dit aussi à leurs compatriotes au cours de cette conférence de presse. Pour eux, la solution pour s'insérer dans les tissus socio-économiques se résume d'abord à tourner le dos à l'esprit de bureaucratie. Nous les invitons donc à tourner un tant soit peu donc, le dos donc, à la bureaucratie. Okay? Nous les formons concrètement donc, à apprendre comment monter un projet, comment développer un projet, jusqu'à obtenir donc, une entreprise rentable, une entreprise stable, qui fera de cette Côte d'Ivoire-là une Côte d'Ivoire émergente. L'entrepreneuriat comme solution, mais pas que. Les conférenciers ont aussi exhorté les jeunes gens à une bonne formation aux moyens de Business Pro, par exemple. Aussi, les ont-ils invités à cultiver l'esprit de cohésion et de paix, sans lesquels aucune entreprise n'est possible. Nous ne pouvons rien entreprendre sans la cohésion sociale. Et donc, nous avons demandé à toute couche de cette population ivoirienne de véritablement se mettre ensemble, de véritablement être solidaires. Notons que ces marketeurs ont mis sur pied un pôle de formation pour, disent-ils, aider l'État de Côte d'Ivoire à réduire le taux de chômage. Et on en parlait avec Herman Niamie. Le comité de l'IFEF, Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, le dernier né de l'Organisation internationale de la francophonie, était récemment en conclave. Il était question de mettre sur pied des outils de gouvernance de cette structure. Et on retrouve Herman Niamie pour en parler. C'est à Abidjan que le comité de pilotage de l'IFEF, Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, a décidé de se réunir pour discuter de la mise en place des outils de gouvernance de cette structure, née de la volonté des chefs d'État lors du dernier sommet de la francophonie à Dakar. L'IFEF se veut un outil de réflexion, d'action et même de prospective sur toutes les thématiques de l'éducation-formation. L'IFEF est un outil qui devrait fédérer l'ensemble des initiatives et programmes de la francophonie, de la famille francophone élargie. C'est l'éducation de base. Il s'agit plutôt d'un outil qui va fédérer des initiatives en cours maintenant, mais aussi faire des innovations concernant la formation des enseignants, l'enseignement massif et de qualité du français dans les différentes zones et pour les différentes cibles, l'amélioration des programmes d'éducation, des politiques d'éducation, des apprentissages. Outre la mise en place de la structuration des programmes et des modalités de fonctionnement de l'IFEF, cette rencontre d'Abidjan vise aussi à nommer un directeur général pour cette structure. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui présidait cette séance, s'est réjouie de la tenue de cette réunion en terre ivoirienne. Que mon pays ait été choisi pour abriter cette rencontre du comité de pilotage de l'IFEF, la première du genre, nous procure de réels motifs de satisfaction. Nous avons en effet là l'agréable occasion de contribuer à la construction d'un partenariat probant au service de nos peuples respectifs. C'est Dakar, la capitale du Sénégal, qui abrite le siège de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Le 25 octobre, c'est la date fixée pour la fin des dépôts de dossiers pour ce qui concerne le prix Ebony 2016. La cérémonie de distinction des journalistes de Côte d'Ivoire se prépare donc activement. Ce sera du 3 donc, au 10 décembre prochain, une double cérémonie couplée donc avec la célébration des 25 ans de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. On en parle avec Konaté Moussa. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, fête ses 25 ans cette année. Un quart de siècle au service du rayonnement du métier de journalisme en Côte d'Ivoire. L'événement sera célébré conjointement avec la soirée des Ebonies du 3 au 10 décembre. Fait marquant des festivités, un colloque qui se tiendra du 6 au 7 décembre avec les pionniers de l'organisation. Heureusement qu'il y a des années ici qui ont participé à la naissance de l'UNJCI. Je veux citer notre aîné incontournable Zio Moussa, président de l'OLPED, Eugène Kakou et tous ceux qui sont là, Yao Noël, Ibrahim Sissavané, en tout cas ils sont nombreux. C'est eux qui ont créé l'UNJCI et à l'occasion de ces 25 ans, nous allons marquer une pause pour faire le bilan. Le thème général que nous avons retenu cette année, c'est UNJCI 25 ans après, quel défi? Vous savez que notre chemin n'est pas totalement droit. Il y a eu des hauts et des bas. Il s'agit de nous arrêter un moment et faire le diagnostic pour pouvoir faire des propositions pour l'avenir.
En plus de ce colloque, une rencontre de la Fédération africaine des journalistes prévue le 8 décembre. La cérémonie de distinction des meilleurs journalistes aura lieu le 10 décembre. Pour cette édition, 3 nouveaux prix font leur apparition. En plus de tous les prix qui existent déjà, il y a 3 nouveaux prix. C'est un prix spécial pour la promotion du genre qui est parrainé par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est un prix qui va récompenser un organe de presse. Le deuxième prix, c'est le prix pour la promotion des droits de l'homme qui est parrainé par la Commission nationale des droits de l'homme et par la Biennale des droits de l'homme qui est dirigée par M. Yao Noël. Le troisième prix, enfin, c'est un prix spécial qui récompense les agences de presse. Plus de 7000 productions sont déjà enregistrées par la commission du jury du prix Ebony. Eugène Kakou, qui avait annoncé sa retraite l'an dernier, préside toujours le jury à la demande de l'UNJCI. La date de fin des dépôts des dossiers est fixée au 25 octobre prochain. On poursuit ce journal. Les radios de proximité, quel impact sur les populations en Côte d'Ivoire? Pour en savoir davantage, la CAPEC, sous la houlette de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a mené une enquête. Selon les résultats, eh bien, ces radios sont certes écoutées, mais il y a encore du chemin. C'est ce que nous dit Sita Soro. Après plus de 15 ans d'existence des radios de proximité en Côte d'Ivoire, procéder à leur évaluation afin de mesurer leur impact sur la population était une nécessité. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a diligenté une enquête à cet effet. Enquête menée par une équipe de chercheurs de la CAPEC. La restitution des travaux de cette évaluation a été faite au cours d'un atelier. Il ressort de cette étude qu'il existe un déficit de participation communautaire. Également, un manque de formation des agents de ces radios, des entorses à la réglementation et de nombreuses contraintes financières. Pour apporter des solutions à ces différents problèmes qui mettent en mal le bon fonctionnement de ces radios de proximité, des recommandations ont été faites, notamment sur le financement qui reste un obstacle crucial. Ces radios jouent un rôle de service public, d'information et d'éducation des populations. Mais ces radios ont des difficultés. Ces radios dépendent des partenaires techniques et financiers, mais quand ces partenaires se retirent, ces radios n'ont plus de moyens financiers pour développer leurs programmes. À ces radios, nous disons d'impliquer suffisamment la communauté locale pour que ces communautés puissent adhérer au programme. Recommandation que les radios de proximité comptent s'approprier. Cette initiative, la ACA, va nous aider à aller encore plus en avant. C'est de prendre cette étude-là, essayer de l'exploiter à fond et approcher les autorités, faire un plaidoyer, faire un lobbying. Cette étude vise à mettre en place une stratégie de développement de ces radios. L'ONG FABES, Femmes actives pour le bien-être social, dévoile son plan d'action pour la période allant de 2016 à 2017. Elle a organisé récemment une rencontre d'échange et d'information. C'était à Cocody. L'ONG FABES, notez-le, œuvre dans le domaine de l'humanitaire. Patricia Omouetia. Les associations et ONG de développement œuvrent dans plusieurs domaines d'activité tels que la santé, l'environnement, l'éducation et la cohésion sociale. La nécessité de coordonner ces activités et ces projets afin de fournir un soutien au gouvernement reste le principal motif de la création de l'ONG FABES, Femmes actives pour le bien-être social. Pôle de compétences, l'autonomisation de la femme, la protection de l'enfance, l'éducation et formation, la santé et l'hygiène. L'association qui vient de naître entend mener ses activités dans un cadre plus vaste afin de toucher une cible plus large. Objectif, encadrer, organiser et promouvoir le développement humain. Les solutions ne peuvent pas toutes venir de l'extérieur ou de l'État. Elles sont aussi à chercher dans nos rapports les uns avec les autres, dans l'entraide, l'écoute et dans notre engagement à nous réapproprier le débat social et citoyen en sensibilisant nos frères et sœurs, nos parents et nos enfants. Avec un plan d'action bien défini, l'ONG Femmes actives pour le bien-être social FABES exhorte ses membres à la mobilisation afin de respecter son calendrier et atteindre ses objectifs. Les visites du chef de l'État dans les villes de l'intérieur portent leurs fruits. En tout cas, on peut le dire à Nofou, c'est dans la région d'Unzi. Un château d'eau et l'électrification de la localité sont en cours de réalisation, ce pour le grand bonheur des populations. C'est ce que nous dit Léon Brou.
Sous-préfecture de Nofou, département de Dimbokro, 16 villages, 400 km², 7000 habitants, 2 centres de santé, 9 écoles primaires et c'est tout. Aucun village électrifié, seulement des travaux en cours pour raccorder le chef-lieu de circonscription au réseau électrique national. Idem dans le domaine de l'eau potable, avec des pompes villageoises à peine opérationnelles et ce château d'eau déjà réalisé à 95%. Ces deux infrastructures, des promesses du président Alassane Ouattara. Par la grâce du programme présidentiel d'urgence, PPU, aujourd'hui, le chef-lieu de sous-préfecture est en train d'être électrifié. En plus de l'électrification, le démarrage des travaux du château d'eau, toute la population est vraiment heureuse et remercie le chef de l'État. Électrification et adduction en eau potable, pas encore achevée, mais déjà des déclics au développement de Nofou, bien que beaucoup reste à faire. Nofou comprend 4 quartiers et les travaux qui sont en cours prennent en compte 3 quartiers. Il y a un quartier de près de 400 habitants qui n'a pas été pris en compte. Et c'est le souci majeur de la population. Autre besoin, école primaire à Kwadio-Konakro et Kayabo, situées respectivement à 7 et 6 km de Nofou, électrification de Kwadio-Etienko et Kpakro, des villages de plus de 500 âmes. La sous-préfecture de Nofou est fonctionnelle depuis avril 2009. Elle est peuplée d'autochtones baoulés et d'halogènes. Les États-Unis, pour terminer, les États-Unis où c'est la dernière ligne droite dans la course à la Maison-Blanche. Le 3e débat télévisé Trump-Clinton, c'est dans quelques heures. Hillary Clinton et Donald Trump s'affronteront lors d'un 3e et dernier débat télévisé ce mercredi soir donc à Las Vegas. Les sondages leur prêtent 7 points d'écart, un fossé qui semble impossible à combler à 3 semaines seulement de l'élection et c'est en la faveur de la candidate démocrate. Voilà qui met un terme à ce journal. Gardez le sourire.